Bonjour Arlette. Bonjour Gwenan. Suite à la première série de vidéos que l'association IFH a diffusée, comme il y a eu beaucoup de diffusions et de commentaires, et on était ravis à l'association parce que la première mission de l'association, c'est de diffuser de l'information sur comment est-ce qu'on s'occupe d'un cheval au plus près de ses besoins fondamentaux. Donc on était vraiment ravis de tous ces questionnements-là. Et en même temps, on s'est dit il y avait des précisions, on se l'est dit toutes les deux, peut-être à apporter, notamment sur toi, c'est quoi ta vision, enfin le concept que tu as mis en place pour accueillir tes chevaux, ton parcours, etc. Donc peut-être première question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Alors j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 14 ans dans un centre équestre en Suisse. Et puis très rapidement, j'ai été sensibilisée à la souffrance des chevaux des centres équestres. Parce que j'étais timide, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, donc j'osais jamais demander un bon cheval. Et puis finalement, chaque fois que j'allais monter dans ce centre équestre, je devais travailler ou prendre mon cours avec des chevaux qui mordaient, qui tapaient, qui embarquaient, qui levaient le derrière, enfin voilà. J'avais ce qu'on appelait en son temps, et je crois que ça n'a pas beaucoup changé, on les appelait les cuirs de manège. C'est-à-dire des chevaux qui sont aimés de personne parce qu'ils présentent des troubles de comportement tellement ils sont mal dans leur vie, mal dans leur corps, mal dans leurs émotions. C'est des chevaux qui sont vraiment malheureux. Donc ils ont des réactions évidemment ils développent des troubles de comportement à cause de ces conditions entre guillemets de vie qui sont totalement inadéquates. Et à l'époque, les chevaux étaient encore dans les stalles, c'est-à-dire ils ne pouvaient même pas se coucher dans les endroits dans lesquels on les attachait contre un mur, dans le noir, enfin voilà. Donc moi, j'aimais vraiment les chevaux pour ce qu'ils sont, ce qui fait que j'ai rapidement développé une bonne relation avec ces chevaux et finalement, ils étaient moins violents à mon égard qu'à l'égard d'autres élèves. Et puis, à force de les côtoyer, j'ai vraiment réussi à développer des très belles relations avec eux parce que je me suis très vite mise à leur place. Parce que quand je les voyais dans ces conditions de vie, ils n'allaient jamais au parc, on leur donnait des coups de pied au derrière le matin pour leur dire bonjour, voilà, parce que tout le monde en avait peur. Je me suis vite interrogée à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire, tu vois, j'en ai 58 aujourd'hui, ça fait un bon petit moment que je fréquente ces questions. Et puis après, j'ai été groom de compétition, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter un cheval, donc pour être avec eux au quotidien, je me suis engagée comme groom de compétition dans des écuries, notamment des écuries internationales en Suisse. Et puis là, j'ai fréquenté de près une autre forme de souffrance chez le cheval qui est plus pernicieuse parce qu'ils ne sont pas maigres, ils n'ont pas forcément des dos qui tombent par terre comme des chevaux d'école, encore qu'il y en a aussi qui sont dans cet état. Mais par contre, voilà, c'est une souffrance qui est pernicieuse parce qu'ils ont quand même des foyers d'arthrose, ils ont quand même des jarrets très abîmés, ils développent aussi des troubles de comportement, tu vois. Donc j'ai fréquenté de près au quotidien une autre souffrance. Il s'appelait Notre Espoir d'ailleurs, mon premier cheval. Et puis je l'ai recueilli quand j'avais 28 ans. Et je me rappellerai toute ma vie que le jour où il est arrivé, j'ai dit à mon maréchal, qui était un orthopédiste à l'époque, que j'en avais marre de voir la souffrance des chevaux et que j'ai décidé à ce moment-là que j'allais créer un centre de soins pour chevaux en difficulté, en fait. Pour ça, j'ai fait une formation de 2 ans avec... c'était pas une formation, c'était un accompagnement que j'ai suivi avec une géobiologiste pour déjà essayer de comprendre comment est-ce que je peux créer un habitat différent que ces box carrés à barreaux sans lumière. Donc comment est-ce que je peux créer un habitat beaucoup plus sain pour le cheval. Après, j'ai fait 2 ans de médecine chinoise pour comprendre une autre approche de la santé. J'ai suivi 6 ans 2 ostéopathes français 3 jours par mois, je les ai suivis, j'ai fait de l'assistanat de ces vétérinaires ostéopathes pour comprendre aussi les dégâts qu'on fait par une équitation qui se trouve dans des postures qui ne sont pas ajustées à la biomécanique du cheval. Donc comprendre quelle était la conséquence de tout ça sur le système ostéo-articulaire du cheval et sur son métabolisme. Et donc, si on touche sa santé et son intégrité physique, on va forcément créer des troubles de comportement avec un monde émotionnel troublé chez le cheval. Donc,
voilà, j'ai fait 6 ans d'assistanat avec ces vétérinaires ostéopathes. Ils étaient d'ailleurs les 2 vétérinaires à la base. Donc si tu veux, je me suis entourée de scientifiques, de gens qui avaient fait des formations scientifiques. Et j'ai beaucoup côtoyé ces gens pour essayer de comprendre, tu vois, toujours plus profondément quelle est l'interaction et quelle est l'empreinte qu'on laisse chez le cheval dans sa vie, dans son physique, dans sa santé. Et après, j'ai fait aussi 5 ans de formation de réhabilitation des corps sensibles avec l'Institut IMR pour essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut... Quelle est l'influence de la présence dans notre rapport avec le cheval et à quel point un certain état de présence peut aussi être guérissant et aussi contribuer à la guérison du cheval, indépendamment de tous les soutiens qu'on va trouver chez les ostéopathes, les acupuncteurs, des pareurs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une certaine présence, une certaine implication qui va aussi entraîner des processus de guérison. Et puis que si chaque acteur que j'avais choisi aussi travaillait dans cette qualité d'implication et de présence, ben, il y avait des miracles qui se passaient pour des chevaux qui étaient très abîmés, tu vois. Donc voilà, pour faire court, j'ai créé le chemin d'Akita, hein, qui était donc un centre de relations homme-cheval, qui s'est transformé après en jardin d'Akita. Et si tu veux, avec l'aide de tous ces spécialistes, j'ai créé une école et une écurie dans lequel les chevaux se sentaient aussi bien dedans que dehors. Parce que pour moi, c'était évident que les barreaux, l'aspect sombre des écuries, c'était dommageable pour le cheval. Donc tu as créé ton propre habitat selon tes recherches, en t'entourant de spécialistes. Tu as construit quelque chose d'unique selon toi, ce que tu as compris de tes années de recherche et de toutes tes rencontres en fait. Ouais, enfin unique, je peux pas dire que c'est unique parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui tiennent compte de ces choses-là, donc je ne veux pas prétendre être unique. Mais à l'époque où je l'ai démarré, oui, parce que tu vois, j'ai enlevé les fers de mes chevaux il y a 25 ans, je passais pour une folle, et puis je me suis mis mes maréchaux à dos, j'ai des vétérinaires aussi qui sont venus un peu contre ma conviction, tu vois. Et puis j'ai enlevé le mort aussi avant que les éthologues, je montais en liberté avant que les approches américaines arrivent en Europe. Donc j'étais vraiment un peu considérée comme une folle, mais ça a été mon combat toute ma vie parce que c'était quelque chose que je sentais vraiment pouvoir offrir aux chevaux, tu vois. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé pour ça. Voilà, j'ai réussi à créer une école et une écurie modèle en bois dans lequel les chevaux se voient, il y a de la lumière. C'était pas une grande écurie, mais en travaillant sur tout ce qui concerne les, comment on appelle ça, les proportions des box, hein, justement, qu'on travaille avec des proportions équilibrées, que ce soit plutôt des rectangles. Et quand on fait tout ça avec des gens qui sont spécialistes de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une écurie qui a l'air spacieuse parce qu'il y a des proportions qui sont respectées, qui ont beaucoup d'importance. Et pourtant, quand on regarde les mètres carrés au sol, c'est des petites écuries, c'est pas des grandes écuries. Simplement déjà, une chose qui était importante pour moi, c'était de ne pas faire des box alignés les uns à côté des autres, mais plutôt mettre les chevaux dans des U, hein, si tu veux, faire des box ou des espaces en U, pour qu'on respecte déjà plus l'idée du troupeau, hein, qui est souvent en groupe. Donc, quand ils sont dans une écurie en U avec une petite cour intérieure, ben, il y a une interaction extraordinaire qui se passe entre les chevaux qu'on ne peut pas du tout voir dans des immenses allées où on a 25 chevaux sur 2 allées l'un en face de l'autre. Donc, j'ai étudié beaucoup tout ça. Et est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer comment fonctionne ton écurie en fonction de la rotation le matin, le soir, comment ça se passe, où est-ce qu'ils vont et à quelle heure, etc. Oui, alors pour moi, ce qui était évident que j'ai pu observer, c'est que quand on travaille avec les chevaux, avec des élèves ou qu'on fait de la compétition, ce que j'ai observé, c'est qu'évidemment, par exemple, quand il fait très très chaud, quand il y a les canicules, je les mettais au parc la nuit, tu vois. Mais si par exemple j'avais des cours à 9h le matin et que je rentrais mes chevaux avec mes élèves, ben, je m'apercevais que mes chevaux étaient très très fatigués. Parce qu'en fait la nuit, les chevaux ne se reposent pas tant que ça.
Quand on les laisse jour et nuit dehors, en fait, ce que j'ai observé, c'est que les chevaux, ils entrent dans un biorhythme qui est plus naturel. Mais alors, si par exemple on veut faire de l'accompagnement, ou qu'on veut faire du spectacle, ou qu'on veut faire de la compétition, il faut savoir que les chevaux ne se reposent pas du tout aussi bien la nuit au parc que quand ils sont dans une écurie, tranquille, bien paillée, dans lequel ils peuvent se coucher de tout leur long. Alors je ne dis pas qu'ils ne se couchent pas au parc, mais j'ai observé qu'ils se reposent moins quand même au parc que dans des bonnes écuries tranquilles. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mes chevaux à 5h30 le matin, quand j'avais des cours à 9h par exemple, et puis alors je t'explique pas, ils arrivaient dans leur box, ils s'étalaient tout leur long dans la paille et puis ils dormaient jusqu'à 9h, tu vois, 9h30, ils se reposaient vraiment, tu vois. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites observations. Et surtout, ce que j'aimerais aussi témoigner, c'est qu'il faut avoir un peu d'empathie envers les responsables de centres équestres qui sont prisonniers d'un système et qui s'en rendent compte aujourd'hui depuis des années. Ils entendent tout ça. Ils ne sont pas bêtes, ces gens. Ils voient bien que l'enseignement est obsolète. Ils voient bien que leur système, il porte préjudice aux chevaux. Mais quand ils sont pris dans ce guêpier-là, et puis que ça fait 40 ans qu'ils donnent des cours à 15 €, ils n'ont pas le premier centime pour faire des changements et des transformations. Ça fait partie des choses que tu as aussi étudiées. Comment toi tu peux mettre en place ça au mieux pour les chevaux, mais aussi comment est-ce que l'humain il peut rester intègre et penser aussi à lui, peut-être à sa rentabilité. Tu as aussi étudié ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait 40 ans de recherche aussi au niveau pédagogique pour pouvoir offrir un enseignement individualisé de qualité dans lequel d'abord on assure une sécurité réelle qui n'a rien à voir avec le matériel mais qui a à voir avec le cheminement pédagogique respectueux. C'est un enseignement individuel, j'ai donné 30 000 heures d'accompagnement individuel, tu vois, pour pouvoir mettre en place une équipe pédagogique efficace qui conduit les personnes non seulement à la sécurité à tous les endroits de l'apprentissage, mais qui permet aussi de conduire les élèves à l'excellence. Tu vois, parce que si tu conduis pas tes élèves à l'excellence et qu'ils sont toujours dans un rapport de force, tu abîmes tes chevaux. Dans le concept que j'ai étudié, qui inclut une pédagogie de qualité dans lequel on apporte des vraies réponses concernant la sécurité, on apporte des vrais outils, on apporte des vrais exercices qui permettent aux personnes de contacter l'excellence, peu importe jusqu'où elles vont, mais à n'importe quel endroit de l'apprentissage, la personne, elle peut toucher l'excellence. N'est-ce pas? C'est-à-dire cette unité de mouvement, cette fluidité dans ce qu'on fait, la vraie sécurité qui permet qu'on n'est pas dans un rapport de force, mais qu'on est dans un rapport de puissance aimante. Aimante au sens de l'amour, du respect, de l'écoute, et aimante au sens du pouvoir d'attraction qu'on va récupérer, qui fait que le cheval il va s'incliner face à ce qu'on lui demande. Tu vois? Et quand tu travailles dans cette optique-là, t'as plus qu'un cheptel. Moi, j'ai ouvert une école modèle en France, j'avais 5 chevaux d'école, point final. Mais mes chevaux d'école, ils travaillaient avec les tout débutants, ils travaillaient avec tous mes élèves confirmés et ils ont fait tous les spectacles en liberté. Tu vois, j'ai monté 22 ans de spectacles montés en liberté avec jusqu'à 5 élèves en liberté pendant 22 ans qu'avec mes élèves. Tu vois, quand je suis arrivée en France, que j'ai importé ce concept, personne n'y croyait parce que j'étais à 350% de plus-value sur la moyenne nationale sur la pédagogie que j'offrais. 350% de plus-value, ils étaient tous sûrs que j'allais me casser la figure, la MSA, le CER, tout le monde. Tu vois? Pas du tout. J'ai traversé la première année, la deuxième année, les crises, 2008, le départ de mon mari, 2012, j'ai tout traversé et j'ai toujours pu offrir le meilleur à mes chevaux. Donc, si quelqu'un veut faire un changement radical et puis qui veut pouvoir s'épanouir dans sa vocation, c'est sûr qu'il doit se former pour pouvoir offrir un enseignement individualisé de qualité, on est d'accord, hein? Il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord de faire même 1h30 de route pour venir dans des espaces comme le mien, mais ils viennent qu'une fois par mois. Ils vont pas venir toutes les semaines. Et puis, ils savent que je soigne bien les chevaux et ils viennent soutenir ça aussi, tu vois. Et on peut très bien aussi faire, par exemple, une cagnotte pour le fonds de retraite pour les chevaux d'école.
parce que tous ces professionnels qui aiment quand même malgré tout leurs chevaux, puis qui commencent à se rendre compte de la gravité de ce qui se passe pour leurs chevaux, ils sont dans une souffrance terrible, hein, mais c'est une souffrance silencieuse parce qu'ils n'osent pas en parler. Ils n'osent pas en parler de cette souffrance, mais n'empêche que quand ils se couchent le soir, puis qu'ils pensent à leur pauvre petit poney, hein, et puis qu'est-ce qu'on en fait à la retraite, tu vois? Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réfléchir ensemble, c'est toutes ces questions qu'il faut fréquenter, et puis il faut aider ces centres équestres à améliorer les choses, et puis il faut les aider quand ils demandent que 15 € à la queue leu-leu parce qu'ils peuvent pas faire autre chose, eh ben il faut que les élèves ils fassent des cagnottes ensemble pour peut-être changer les néons, mettre des néons de lumière naturelle, peut-être proposer des coups de main pour modifier, pour agrandir les box. C'est très cher tout ça, ceux qui sont dans le béton et dans les barreaux, ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Donc le changement, il doit se faire ensemble. On ne peut pas juger et critiquer ces gens, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est pas si simple. C'est juste ça que je voulais dire. Je cautionne pas du tout les conditions de détention inacceptables, mais je dis juste, c'est plus complexe qu'on croit. Et ça demande de se taire, ça demande de réfléchir, ça demande de fréquenter des questions longtemps, au lieu de balancer des choses, des jugements, des critiques, on va nulle part là-dedans. Et c'est pas dans les extrêmes qu'on trouve les solutions. C'est dans les réflexions communes qui activent l'intelligence collective qu'on va trouver la meilleure solution pour chaque endroit, pour chaque cheval, pour chaque personne.